Je me présente rapidement. J'ai été sollicité car je viens de créer une structure de conseil et de service aux acteurs de l'immobilier social et du développement territorial qui s'appelle Ulysse Consultant et dont l'ambition peut se résumer comme suit, c'est l'expérience de vos métiers au service de vos projets, puisque cette structure capitalise et essaye de valoriser plus de 20 ans d'expérience dans le logement social intermédiaire, dans l'économie mixte et le développement local. Voilà, c'est une structure toute récente et bien évidemment, nous sommes très, très honorés d'avoir été conviés à ces premières rencontres du logement intermédiaire. Cette première table ronde de la journée intervient après l'intervention de M. Pupponi et les personnes qui sont autour de moi vont permettre de développer sur le thème du logement intermédiaire en complémentarité parfaite, me semble-t-il, avec le propos introductif du président de l'ANRU, c'est-à-dire qu'on va raisonner sur la nouvelle ambition du logement intermédiaire, mais dans un contexte qui n'est pas nécessairement celui très volontariste de l'ANRU, dont nous connaissons tous l'activité, les moyens et les projets. Première rencontre du logement intermédiaire. Pour moi, le logement intermédiaire, c'est quelque chose d'assez ancien. Je crois que j'ai toujours pratiqué depuis les années 80-90. Et on sait qu'il y a une véritable histoire du logement intermédiaire en France. Il y a même un outil financier, le prêt locatif intermédiaire, même s'il n'a pas toujours été très, très soutenu par Bercy, qui existe et qui a permis de développer ce produit. Mais comme vous le savez, il faut savoir faire du neuf avec de l'ancien. La donne est complètement nouvelle, la donne urbaine, la donne immobilière. François Pupponi l'a rappelé. Il faut donc essayer de réinventer un produit, essayer de trouver une dynamique nouvelle, probablement avec des acteurs nouveaux ou des acteurs anciens qui joueront un rôle qui n'était pas nécessairement celui qu'ils assumaient hier. Et dans un contexte, notamment financier, très, très contraint, essayer de dessiner tous ensemble une nouvelle donne partenariale. Les participants à cette table ronde ont tous, je crois, une caractéristique commune, qui est d'avoir une vision globale de la ville, et non pas nécessairement une vision partielle ou limitée à un projet comme les bailleurs sociaux peuvent l'avoir tout à fait légitimement puisqu'ils lancent les opérations les unes après les autres et nous connaissons tous les difficultés à les monter et à les financer. Vision globale de la ville pour l'élu M. Pemezec qui est à ma gauche. Ce qui est une citation politique provisoire. J'allais y venir, merci de la transition, puisque vous faites partie, je crois, des maires bâtisseurs et du club des maires bâtisseurs qui a été constitué tout récemment sous l'égide de Valérie Pécresse. Nous avons également une représentante, la présidente de l'Association nationale de la copropriété et des copropriétaires, ce qui pose tout de suite la question à laquelle, bien évidemment, je ne répondrai pas, qui est de savoir comment on peut ou comment on doit faire du logement intermédiaire, non seulement dans le cadre d'opérations nouvelles, mais également en intervenant sur le bâti. Et nous avons également, à ma droite, une architecte, la présidente de l'Ordre des architectes, Madame Catherine Jacot. Là, je remplace Catherine Jacot, je suis conseillère, Christina Conrad. Madame Conrad, excusez-moi. Et nous savons tous que les architectes nous permettent et nous encouragent à avoir une vision nouvelle de la ville et permettent aussi de redessiner la ville sur la ville pour reprendre une sorte de slogan qui a cours maintenant depuis quelques années et qui correspond à un véritable constat fondamental.
Le locatif intermédiaire, le logement intermédiaire, parce qu'il y a aussi un logement intermédiaire en accession, il ne faut pas l'oublier, on l'omet trop souvent. Le locatif intermédiaire est à la croisée, me semble-t-il, de ces préoccupations. Préoccupations sociales, préoccupations de cohésion sociale, éviter que les classes moyennes soient évincées du logement abordable. Le logement intermédiaire, il est également, de nombreuses études le corroborent, il est également au cœur du logement des salariés. Et les rapports récents de la CCIP, entre autres, renforcent cette préoccupation de devoir trouver un logement pour les salariés. La question qui va se poser, c'est donc de concilier développement économique et habitat, avec la diversité des modes d'habitat qui doit être consubstantielle à une dernière préoccupation qui est l'équilibre des quartiers. Dernier point qui peut permettre de structurer nos échanges, le locatif intermédiaire n'est probablement pas une recette magique. Le logement intermédiaire, sans un certain nombre de caractéristiques liées à l'environnement urbain, à l'environnement des quartiers, ne peut pas tout et ne peut probablement pas créer une mixité comme si elle descendait du ciel. J'arrête ici. Je me suis contenté de dessiner en pointillé un certain nombre d'axes pour permettre de lancer la discussion, en revenant peut-être sur cette vision globale de la ville que nous pouvons avoir, dans laquelle doit s'insérer la préoccupation du logement intermédiaire. Qui souhaite intervenir au premier chef? Monsieur le maire, madame? Donc, la présidente de l'Association nationale de la copropriété et des copropriétaires. Notre action est orientée en deux phases. La première qui concerne l'accompagnement des copropriétaires et notamment dans le cadre qui nous concerne des bailleurs ou des futurs bailleurs de logements, et l'accompagnement des collectivités dans la détermination du périmètre d'intervention en matière de rénovation énergétique et notamment dans le recalibrage des espaces libres, ou en tout cas des espaces vides, pour permettre justement une réhabilitation éventuelle ou une redistribution en espaces d'habitation. Donc la situation actuelle, nous la constatons. Tous les voyants sont effectivement au rouge, à la fois sur le logement en général, puisque nous avons constaté, et le CREDOC le constate, une perte de vitesse en matière de construction du logement, et pas seulement du logement intermédiaire. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si une demande qu'on peut estimer à peu près à un peu moins d'1 million d'habitations est en constante évolution, en revanche, la construction, que ce soit du neuf ou la réhabilitation, elle est en perte de vitesse. Donc, cette annonce de financement, et en tout cas de cofinancement du logement intermédiaire, arrive à point nommé, puisque nous sommes dans une phase où, effectivement, soit on doit redéfinir cette politique du logement, soit il faut développer les moyens qui vont permettre de la mettre en œuvre. Donc les constats, c'est qu'on parle de logement intermédiaire alors qu'on est déjà en récession sur les logements sociaux. On parle de construction alors qu'on sait que depuis quelques années, nous sommes en déficit de nouvelles constructions, en tout cas en ralentissement du programme des nouvelles constructions, qu'elles soient d'ailleurs intermédiaires ou pas, et que par ailleurs, nous avons aussi des espaces libres, puisqu'on a vu apparaître tout à coup une taxe qui n'existait pas, qui est la taxe sur les logements vacants, et qui effectivement peut permettre d'imaginer que le potentiel qu'on ne sait pas chiffrer de locaux qui sont disponibles et qui ne sont pas utilisés permet effectivement d'envisager éventuellement des réhabilitations. Ensuite, l'état des lieux, il est effectivement différent en fonction des intervenants. Je m'arrêterai donc sur les informations venant du CREDOC qui sont relativement communément admises. C'est que, en ce qui nous concerne, nous considérons que s'il doit y avoir mobilisation, ce n'est pas seulement une mobilisation des acteurs, c'est-à-dire des opérateurs de logements sociaux ou de logements intermédiaires. Il s'agit de mobiliser y compris les investisseurs, puisque qui dit construction dit aussi vente d'espace, et qui dit vente d'espace dit population. C'est quand même le citoyen lambda qui va acheter ces locaux pour pouvoir les mettre à disposition, soit en loyer libre, soit en loyer intermédiaire. Aujourd'hui, même hier d'ailleurs, on constatait une perte de location. On a imaginé que cette année, il y avait moins 3,6% de réduction du montant des loyers en cas de renouvellement de bail. Donc la question va se poser effectivement très rapidement. Sur les bailleurs privés, est-ce qu'il n'est pas préférable effectivement de basculer en logement intermédiaire ?
Et c'est dans ce cadre-là que le CREDOC nous apporte une première réponse. C'est qu'en France, nous sommes quand même en majorité des propriétaires, ça représente 60% de la population, que dans cette population, la cible qui pourrait être mobilisée représente ceux qui sont déjà en résidence principale, donc qui peuvent évoluer vers une deuxième résidence. Ça représente déjà presque la moitié de la population concernée. Et qu'ensuite, vous avez les primo-accédants qui, eux, peuvent effectivement considérer ça comme un investissement locatif à terme. Ensuite, vous avez la population de locataires du privé qui pourrait très bien être intéressée par ce logement intermédiaire du fait du déclassement, puisqu'on parle de la classe moyenne, le logement intermédiaire, il est déterminé pour la classe moyenne. Or, c'est justement cette classe moyenne qui subit le plus de déclassement en ce moment. Donc, c'est celle qui potentiellement pourrait occuper ces logements intermédiaires à terme. Et puis ensuite, vous avez effectivement diverses catégories qui seraient peu intéressées par ce type d'activité. Dans cette classification donc, de propriétaires ayant déjà leur résidence principale et cherchant à faire un investissement, on a au moins 2 catégories qui sont intéressées. Donc, sur la part des locataires, ce sont les 18-25 ans qui effectivement sont le potentiel de locataires qui pourraient être mobilisés dans ces logements intermédiaires, avec en grande majorité des couples sans enfants. Alors, c'est intéressant de le savoir parce que ça veut dire que dans certaines régions, nous avons des produits disponibles qui ne correspondent pas à la demande. Je ne parlerai pas de Paris, puisque là, il y a une offre relativement développée. Mais si je prends par exemple la région de la Savoie, historiquement, les logements sont de grande taille. Vous n'avez rien en dessous de 3 pièces, alors que la demande, elle, est beaucoup plus réduite à une ou deux chambres. Donc aujourd'hui, c'est vrai que dans certaines régions, on ne peut pas faire du plan national, mais il va falloir adapter au cas par cas les potentiels de développement de logements intermédiaires, ce qui veut dire que les ciblages de subventions devront se faire effectivement en fonction des besoins et en fonction de l'offre qui est déjà proposée. Ensuite, vous avez effectivement la population qui, elle, est en capacité d'investir, et donc il faut mobiliser. C'est la première, celle de 25-59 ans, qui est soit en primo-accédant, comme on a vu, résidence principale, soit qui cherche déjà à investir et à faire donc un placement. Et puis vous avez la dernière catégorie, qui est la catégorie un petit peu plus aisée, et qui, elle, a besoin de faire un investissement qui a du sens. C'est soit effectivement un investissement pour ses petits-enfants, soit pour un investissement social, et qui est beaucoup plus mobilisé sur ce type de produit. Donc vous voyez que déjà en termes de cibles, de financeurs, en tout cas de bailleurs potentiels, il y a déjà des catégories qui peuvent se dessiner et qui peuvent permettre d'avoir des pistes d'évolution de manière à optimiser les ressources qui nous sont allouées. En ce qui concerne les acteurs, on a bien vu que les financeurs sont effectivement avant tout de la population, les citoyens, mais ce ne sont pas les seuls acteurs en termes d'investissement, puisque vous avez aussi les collectivités territoriales qui, elles, ont un rôle à jouer. D'abord parce qu'elles sont en première ligne face aux problèmes de logement. Elles sont sollicitées par effectivement la population qui cherche du logement intermédiaire, et elles sont aussi sollicitées par les bailleurs qui ont besoin de remettre à niveau le parc pour le rendre en location, pour le remettre en location, et qui là sont demandeurs, eux, de subventions. Et entre ces 2 paramètres, effectivement, les collectivités sont en première ligne et sont sollicitées régulièrement. Alors, aujourd'hui, grâce à la loi ALUR en particulier, il y a des solutions qui sont proposées. Alors, elles sont, pour certaines, expérimentales. Donc, le logement intermédiaire tel qu'on le conçoit aujourd'hui a l'air d'être aussi un peu expérimental, puisqu'il nécessite encore des mises en place et des rectifications. Donc, dans ces moyens réglementaires donnés aux collectivités pour aider justement les citoyens à se mobiliser et à investir, vous avez la plus grave, effectivement, c'est l'arrêté de péril. Alors, bien souvent, c'est une notion qui fait peur à la fois aux citoyens et en même temps aux communes. Et en réalité, dans certains cas, c'est certainement la mesure la plus utile pour créer notamment ce qu'on appellerait des dents creuses, ou en tout cas, si ce n'est pas des dents creuses, au moins des parcelles qui pourraient être libérées. Ensuite, vous avez le bail à réhabilitation. Alors là, c'est une notion qui existait déjà, mais ça permet effectivement à la commune de prendre un logement pour une durée déterminée, de le remettre en état, voire de le redistribuer, par exemple, pour le recalibrer par rapport à la demande, et de le faire financer par le bailleur sur une période relativement longue. Ça peut intéresser, par exemple, les 25-59 ans, qui, eux, sont déjà endettés pour leur résidence principale et qui ne peuvent pas réclamer auprès des banques un complément de financement. Ensuite, vous avez l'expropriation des parties communes. Là, c'est une nouveauté de la loi ALUR qui prévoit qu'effectivement, lorsque l'endettement d'une copropriété atteint 15%, elle a le potentiel, elle a la capacité
de récupérer les parties communes d'un immeuble et donc de reprendre en règle générale la gestion de l'immeuble et donc de le remettre à niveau. Alors, bien entendu, ce sont des notions qui sont à appliquer au cas par cas, mais au moins à titre expérimental, on sait que sur la région des Bouches-du-Rhône, ça a été appliqué, c'est en application et ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, vous avez tout le parc qui est à rénover. Nous avons effectivement des logements qui sont disponibles, mais qui ne sont pas au niveau et qui ne permettent pas, en tout cas à la classe moyenne, de pouvoir les investir parce que, en dehors de la notion de BBC, des travaux sont nécessaires pour les remettre en état de fonctionnement normal. Et puis le dernier aspect, c'est la défiscalisation des loyers. Si on veut mobiliser la population, qui est celle qui a le plus fort potentiel d'investissement, il faut effectivement permettre d'avoir une carotte, et la défiscalisation, c'est certainement la carotte la plus utile et la moins impactante, au moins sur la première année. Ensuite, il faut se positionner aussi à la place des citoyens, c'est-à-dire des bailleurs potentiels ou des bailleurs actuels. Eux se trouvent confrontés, comme on l'a dit tout à l'heure, à une certaine instabilité juridique. Alors c'est vrai que pour un promoteur, investir sur 10 ans ou 20 ans pour le louer ou pour le revendre, ça a un certain impact, mais pour le citoyen aussi. Savoir que la législation fiscale des loyers peut varier pratiquement tous les 2 ans, ça n'incite pas effectivement aujourd'hui à investir dans le patrimoine immobilier, ou en tout cas pas pour le louer. Aujourd'hui, effectivement, l'ANRU permet, en tout cas offre des possibilités pour faire de la mixité sociale. On voit bien que dans certaines régions, si cette possibilité a été offerte, elle n'a pas été exploitée. Il y a quand même une certaine réticence en la matière. Il y a le droit au logement qui vient en comparaison avec les droits du bailleur qui impose effectivement d'avoir un potentiel et en tout cas une offre de logement commune par commune qui soit acceptable. Aujourd'hui, suivant les communes, c'est plus ou moins le cas. Ensuite, vous avez le problème de la surprotection des locataires. Alors malheureusement, effectivement, on a une loi Allure qui est sortie dernièrement qui a donné un mauvais signal aux bailleurs en leur disant « Attention, nous allons protéger un peu plus les locataires, nous allons faciliter les renouvellements et nous allons baisser les loyers ». Chose qui est inutile puisque matériellement et mécaniquement, la baisse est déjà entrée en vigueur. Mais ce message fort est un message qui a ralenti les investisseurs potentiels que sont les citoyens. Vous avez les plafonds de loyer aussi qui peuvent bloquer. Et enfin, vous avez surtout, pour les loyers intermédiaires, c'est pour ça qu'on propose effectivement d'améliorer les textes actuels, vous avez la suppression des APL pour le loyer intermédiaire. Ça, je pense qu'il faudra certainement le revoir si on veut inciter les citoyens à investir dans le patrimoine immobilier locatif. Alors maintenant, il faut proposer, une fois qu'on a établi le panel et l'état des lieux de la situation, il faut quand même proposer des solutions pour améliorer l'enjeu national qui a été fortement annoncé. Annoncé autant du point de vue de l'ANRU pour les budgets qui ont été alloués, autant sur les CPER, les contrats donc État-région, pour lesquels effectivement un volet complet territorial pour le logement a été dédié, même si on peut considérer qu'il est faible. Il y a quand même effectivement des financements qui sont dédiés aux régions. Donc, le problème, c'est que la région, ce n'est pas un niveau qui permet de cibler et de faire du sur-mesure collectivité par collectivité. Donc il faudra certainement des délégations auprès des collectivités territoriales qui ont la compétence du logement. Ensuite, il y a le renforcement de la loi SRU. On en a parlé tout à l'heure. Nous souhaitons qu'effectivement le droit de préemption qui a été proposé au titre des préfets, qui a été accordé aux préfets, soit déclassé et soit confié aux collectivités qui sont au plus proche du logement et qui ont capacité à pouvoir estimer ce qui est opportun et ce qui ne l'est pas. Enfin, nous avons le nouveau programme de l'ANRU, dont on souhaite pour 2015 et 2016 avoir les détails, peut-être aujourd'hui, pour savoir comment va être redistribué ce 1 milliard d'euros qui vient d'être libéré dans le cadre du logement intermédiaire, entre autres. Enfin, pour impliquer le citoyen, parce qu'on ne pourra pas mener à bien cette politique si on n'implique pas le citoyen et si en tout cas on ne le responsabilise pas vis-à-vis de cette politique-là. C'est en tenant compte effectivement localement des différences de poussée démographique, parce qu'aujourd'hui on a un système qui a tendance à délocaliser le logement vers les périphéries des grandes villes. C'est un problème à la fois pour les collectivités qui sont en périphérie, parce qu'elles n'ont pas les dotations, mais par contre, elles commencent à voir apparaître la charge, notamment la charge d'aménagement et d'équipement.
Et ensuite, dans le cadrage aussi des politiques économiques, parce que ce ne sont pas les préfectures qui dirigent le développement économique, ce sont bien les collectivités. Donc, pour ce qui concerne les solutions en matière de carence du foncier constructible dont on a vu tout à l'heure, en termes de citoyens, nous avons déjà des outils. Nous avons notamment la capacité à surélever. Certes, ça ne remplit pas tous les objectifs, mais en tout cas, ça permet de compléter dans les endroits où, effectivement, nous n'avons pas de possibilité de construction immédiate. Vous avez aussi la vente aux droits de construction, la vente des parties communes, parce que sur Paris, nous avons effectivement quand même beaucoup d'espaces disponibles, notamment en matière de garages, qui peuvent être éventuellement réaménagés. Nous avons aussi des zones touristiques. Alors là, nous avons une grosse montée en puissance des résidences de tourisme, notamment de montagne et du littoral, qui réclament aujourd'hui une meilleure occupation des logements et qui se trouvent effectivement en désaffection. Là aussi, il y a peut-être une réflexion à faire, c'est comment réutiliser des logements qui ont été peut-être créés en surnombre dans des zones où, effectivement, pour l'instant, on n'a qu'une activité touristique temporaire. Peut-être que le développement économique peut aménager et peut permettre de réhabiliter ces logements pour permettre une utilisation plus optimum. Et ensuite, vous avez des mesures incitatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bailleur qui veut louer, qui a capacité à louer parce qu'il a des logements, il se pose plusieurs questions. C'est comment je vais faire pour faire mes travaux alors que je ne peux mettre dans mon déficit foncier que quelques dépenses qui sont mineures. Et ensuite, comment je peux céder éventuellement à un bailleur social mon usufruit de manière à ne pas être pénalisé fiscalement. Ce sont des questions sur lesquelles aujourd'hui le bailleur freine, en tout cas les propriétaires et les copropriétaires freinent à la mise en location et qui pourraient très facilement, avec une adaptation, libérer du foncier et libérer en tout cas de l'espace. Et enfin, la règle de base que tout le monde partage, je pense, c'est que si nous n'avons qu'1 milliard à distribuer, autant effectivement le mobiliser là où nous savons que le résultat sera optimum. Et c'est vrai que des politiques globales et générales, telles qu'on pourrait les prévoir comme ça a été fait jusqu'à maintenant, sont certainement les moins adaptées à l'optimisation des fonds qui vont nous être alloués. Mais là, je vais peut-être céder la parole à la collectivité qui peut peut-être répondre sur les possibilités d'aménagement. Merci beaucoup, merci pour cet exposé très, très, très riche. Vous avez effectivement souligné le rôle des collectivités territoriales, le rôle qu'elles peuvent jouer, l'échelon qu'elles constituent, le bon échelon qu'elles constituent, puisqu'elles sont au plus près des besoins, avec des leviers d'action considérables. Je vais demander à monsieur Pemezec son appréciation. Sur le territoire de votre commune, il y a maintenant une véritable ambition de mixité avec des opérations d'aménagement qui, sauf erreur de ma part, sont particulièrement importantes. Dans ce contexte, quelle est la place que vous accordez au logement intermédiaire et quel est le regard que vous portez à ce jour sur les outils nouveaux que les pouvoirs publics ont souhaité mettre en place? Merci. Merci. Bonjour. Moi, j'ai plusieurs choses à dire. En tant que maire, je pense que d'abord, il faut construire de tout type de logement, et donc aussi, bien sûr, du logement intermédiaire. Parce que le logement intermédiaire, je ne sais pas si cela a déjà été dit, mais participe de la mixité de la ville. Et une ville ne peut bien vivre que si elle est équilibrée. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait un certain nombre de logements sociaux, un certain nombre de logements intermédiaires et aussi, bien sûr, un certain nombre de logements libres. Et il faut que tout ça soit parfaitement harmonisé dans des quartiers développés de façon harmonieuse où on ne puisse pas distinguer ce qu'est du logement social, ce qu'est du logement intermédiaire, ce qu'est du logement privé. On doit donner du beau à tout le monde et tout le monde doit pouvoir accéder à tous les quartiers. Donc je suis un fervent batailleur attaché donc à la mixité. D'ailleurs, je m'étonne de ce point de vue-là qu'on ait pu nommer à l'ANRU, pardonnez-moi, cette petite pique, quelqu'un qui ne la pratique pas dans sa ville, qui a même renoncé à la faire et qui, aujourd'hui, constate que c'est plus facile de mettre
les bleus dans un endroit, les verts dans un autre, les jaunes dans un troisième et les oranges dans le cinquième. Donc ça, c'est tout à fait étonnant. Donc l'ANRU a pour vocation de rénover les quartiers, d'instaurer la mixité, mais celui qui préside aux destinées de l'ANRU ne pratique pas ces choses-là dans sa ville. Et on m'a dit qu'il était assez réticent à faire du logement intermédiaire. Moi, je considère qu'en tout cas, le logement intermédiaire, peut-être qu'on m'a induit en erreur en me disant ça, mais en tout cas, je crois que le logement intermédiaire est évidemment très utile, puisque si à une époque, c'est M. Carly qui faisait remarquer cela, on avait peu de demandeurs de logements sociaux et le nombre de logements construits suffisait à satisfaire le demande, et ensuite on pouvait passer dans le privé. Il y a un écart immense qui s'est creusé parce que les gens se sont appauvris. Eh bien, il y a un écart énorme qui s'est creusé entre ceux qui sont dans le logement social et ceux qui peuvent aujourd'hui accéder au logement privé. Il est donc nécessaire, si l'on veut qu'il y ait un parcours résidentiel qui soit facilité, eh bien qu'il y ait du logement intermédiaire. Par exemple, moi, je suis maire d'une ville où, lorsque j'ai été élu, il y avait 73% de logements sociaux. Aujourd'hui, j'ai toujours le même nombre de logements sociaux, mais le pourcentage est passé à 41%, parce que j'ai évidemment construit beaucoup de logements privés. J'ai un petit peu de logements intermédiaires, mais je n'en ai pas suffisamment pour satisfaire cette population moyenne qui, à cause des surloyers de solidarité, est obligée de quitter le logement social, mais qui n'a pas les moyens d'aller vers le logement privé, parce que le gap, la marche est trop haute. Donc il faut faire du logement intermédiaire. Je note qu'à une époque, on faisait beaucoup de logements intermédiaires, mais qu'on a mis en place de tels systèmes fiscaux dissuasifs qu'on a cessé d'en faire. Et les investisseurs en particulier ont abandonné ce créneau. Donc moi, je suis content qu'aujourd'hui, on se penche sur cette problématique, qu'on comprenne qu'il faille en réaliser et qu'on mette en place des systèmes pour le financer. Voilà, c'est d'abord ce que je voulais dire. Deuxièmement, on a déjà la contrainte de la loi SRU, 25% de logements sociaux. Moi, je souhaiterais que ce logement intermédiaire soit considéré comme du logement social et soit inséré dans ce pourcentage de 25%, mais qu'on ne vienne pas nous contraindre à un nouveau pourcentage supplémentaire de logements intermédiaires. C'est-à-dire, on nous dirait, dans les villes, il faut faire 25% de logements sociaux, puis maintenant 5, 10 ou 15% de logements intermédiaires, et le reste, vous faites ce que vous voulez. Je crois qu'il faut arrêter de contraindre en permanence, il faut inciter, mais arrêter de contraindre. Ça, c'est un second élément. Et puis, surtout, ce que je voudrais dire ce matin, c'est que on nous demande de construire du logement intermédiaire. Mais comment voulez-vous que les collectivités le fassent, puisqu'on est en train de les éponger sur le plan de leur dotation globale de fonctionnement. Ça ne vous aura pas échappé qu'après les élections municipales, on a dit, on a décidé, enfin le gouvernement a décidé de reporter sur les collectivités la charge de l'impopularité fiscale, puisque c'est nous qui allons devoir compenser les pertes de dotation, qui sont importantes. On va nous prélever 11 milliards, soit en cumulé sur 3 ans, à peu près 30 milliards. Comment voulez-vous, dès lors, que l'on construise, tout simplement? Parce que lorsque l'on construit, eh bien, il faut bien prévoir des équipements. Il faut prévoir des crèches, il faut prévoir des écoles, il faut prévoir des équipements sportifs et culturels pour permettre à la population nouvelle qui vient dans vos villes de s'épanouir. Or, si on nous prive de dotation, eh bien, on ne pourra pas prévoir ces équipements. Donc, les maires n'auront pas envie de construire. Il serait totalement irresponsable pour un maire de construire du logement social ou intermédiaire sans prévoir les équipements. Et d'ailleurs, à l'occasion du club des maires constructeurs que Valérie Pécresse a mis en place, on a découvert en écoutant les nouveaux élus que dans beaucoup de communes, que dans certaines communes, on avait construit des logements sans prévoir un centime pour financer les équipements. C'est totalement déraisonnable, c'est totalement irresponsable. Donc, nous, les élus, sommes favorables, on est toujours prêts à tout, à toutes les expériences. On veut bien construire du logement social, mais comment allons-nous demain, compte tenu de ces prélèvements importants qui sont opérés sur nos budgets, financer nos équipements qui sont liés au logement sociaux, logements intermédiaires ou logements privés d'ailleurs. Voilà, la problématique est la même. Et je ne parle pas de la péréquation,
qui est une forme de racket opérée sur les communes pour aller financer les insuffisances de gestion ou les incompétences de certaines communes qui n'ont jamais développé de façon équilibrée leur commune et sur lesquelles il faut en permanence déverser de l'argent comme dans un tonneau sans fin. Voilà, donc je pose une question. Nous, on veut bien construire du logement, mais comment allons-nous le faire si par ailleurs on nous prive des dotations qui nous permettent de financer nos équipements. Je rappelle d'ailleurs, parce que c'est quand même important dans ce débat, que les dotations de fonctionnement ne sont pas des libéralités de l'État, ce sont des dettes de l'État vis-à-vis des communes. Parce qu'à une époque, on a transféré aux communes des compétences en matière de construction d'écoles, de crèches, de routes, etc., 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 et on nous a donné l'argent correspondant pour faire ce travail. Aujourd'hui, on nous laisse les compétences, mais on nous enlève l'argent. Donc moi, je ne sais pas comment on fait, sauf à augmenter de façon importante les impôts, et donc à assumer cette impopularité fiscale que le gouvernement rejette sur les collectivités locales. Voilà un peu dans quelle situation nous sommes. En tout cas, moi, évidemment, je suis favorable au logement intermédiaire parce que justement, on a besoin. Moi, quand je vois certaines populations qui quittent la commune parce qu'elles n'ont pas les moyens d'aller dans le privé, évidemment, je suis incité à en construire. Simplement aussi, comme on prend de l'argent aux communes, les moyens des communes de se refaire, entre guillemets, c'est de faire de l'aménagement. Donc, d'acheter du foncier à un certain prix, on va dire 10 pour prendre un exemple, puis on le revend 15. Et ce différentiel sert à quoi ? À financer les équipements, puisqu'on ne va plus avoir les dotations. Les communes vont faire de l'aménagement. Somme que je viens d'entendre que les SEM allaient peut-être tous être regroupés, que les actes ne pourront plus être faits par les communes, mais par un organisme tentaculaire et nouveau qui vient de créer en dessus de nos têtes, qui s'appelle la métropole, et qui a complètement raté sa vocation, car celle-ci doit avoir des compétences stratégiques et non pas des compétences en matière d'attribution de logement ou d'urbanisme. C'est aux maires d'urbaniser leur ville. C'est pas... Alors donc vous dites les collectivités ont beaucoup de pouvoir, mais non, on est en train de leur enlever et leurs moyens financiers et leurs prérogatives dans un certain nombre de domaines. Donc je ne sais pas qui va faire, certainement pas un organisme qui va chapeauter la région Île-de-France, ou alors on va nous refaire l'urbanisme des années folles avec des tours, des bars, en allant violer complètement ce que les habitants veulent, parce qu'après tout, hein, les maires viennent d'être élus, et au lendemain de ces élections, on leur enlève les moyens financiers et leurs prérogatives en matière d'urbanisme. Donc voilà, donc... tout ça, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. Et là, c'est l'enfer qui s'ouvre à nous, maires. Et d'ailleurs, les maires sont en colère. Ils ont un peu la rage de tout ça parce que, justement, on est en train de... Alors qu'ils sont la démocratie locale. S'il y a un truc qui marche bien dans ce pays, ce sont les communes. Leurs budgets sont votés en équilibre, ce qui n'est pas le cas de l'État, qui est incapable de faire des économies sur lui-même. Mais par contre, nous, nos budgets sont votés en équilibre. Moi, je n'ai pas d'emprunt toxique dans ma commune, je suis assez peu endetté, je me situe dans la moyenne fiscale des villes du département. Et voilà. Et demain, je vais devoir détricoter ce que nous avons fait depuis 25 ans en matière d'équilibre urbain. Et donc, tout ça est tout à fait regrettable. Donc, je suis un garçon habituellement très optimiste, mais pour l'instant plutôt pessimiste. Et inquiet sur ce qui va se passer. Donc je ne sais pas si on réussira à réaliser du logement intermédiaire, parce que justement, si on veut en faire, il faut aussi vendre les charges foncières pas chères. Or, les communes ont besoin de vendre au plus cher, justement, pour financer des équipements. Donc on est dans une espèce de quadrature du cercle, et je ne sais pas comment nous allons en sortir. Voilà quelques éléments introductifs qui permettent d'éclairer peut-être, j'en sais rien, le débat. Je l'espère. Merci, monsieur le maire. Je disais que les collectivités avaient encore un certain nombre de prérogatives parce que, comme vous, je pense, je souhaite que ces prérogatives ne soient pas contournées ou neutralisées dans le cadre d'une espèce de recentralisation avec des organismes effectivement tentaculaires qui ne sont pas toujours très bien contrôlés, pour ne rien dire de leur action. Je pense que nous sommes effectivement sur la même longueur d'onde. Oui. Je note votre pessimisme et il faut s'en servir effectivement pour continuer. Pour rebondir.
Pour continuer à alimenter la réflexion, car effectivement, ce que nous proposent les pouvoirs publics dans le cadre de l'ordonnance de 2014, Madame la ministre Sylvia Pinel a rappelé la portée de ce texte dans son propos introductif. Cette ordonnance comporte un certain nombre d'outils nouveaux, donc il va falloir apprendre à les utiliser. Ça demande un certain délai pour compléter le propos de M. Pupponi tout à l'heure, qui s'étonnait qu'on n'ait pas déjà de nouveaux logements intermédiaires. Mais produire du logement, les professionnels ne me contrediront pas, ça demande toujours un certain temps pour produire du foncier, pour trouver des financements sécurs, quelle que soit par ailleurs l'ingénierie innovante qu'on peut mettre en place. Ça demande aussi un projet architectural. Et nous savons tous qu'un projet architectural de qualité nécessite bien évidemment un petit peu de sérénité pour être mis au point. Donc je laisse maintenant la parole à Madame Conrad pour qu'elle puisse nous dire en quoi le logement intermédiaire peut participer d'une nouvelle urbanité, d'une nouvelle mixité, avec plus ou moins de densité, peut-être? Oui, donc je suis architecte urbaniste, conseillère en charge du logement au sein du Conseil national de l'ordre des architectes. Je participe aussi au Comité national de l'habitat et je suis aussi architecte conseil de l'ANRU. Je remplace donc ici Catherine Jacot, qui est la présidente de l'ordre des architectes, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Pour nous, les architectes, le logement est en premier lieu un bien social, patrimonial et culturel. Ce n'est pas un produit. On comprend aisément le raisonnement économique qui sous-tend le dispositif du logement intermédiaire. La construction du logement est en panne depuis plusieurs années. En zone tendue, les couches moyennes ont du mal à se loger. Il n'y a pas assez de logement social. Et le logement privé est trop cher. Il existe ainsi un maillon manquant dans la chaîne du parcours résidentiel. L'État n'a plus d'argent pour financer le logement, alors qu'en France, dans les assurances ou dans les couches moyennes et supérieures, on a beaucoup plus qu'ailleurs en Europe amassé des bas de laine qui dorment. Donc l'idée que je comprends... Où ça je suis preneur. Chez les particuliers, il y a de l'argent, de l'épargne, qui n'est pas utilisée, beaucoup plus qu'en Allemagne, en Autriche, ailleurs. Enfin, Bon, pourquoi ne pas drainer cette épargne vers la construction de logements? Comment inciter les ménages à y investir? Si j'ai bien compris, les moyens mis en œuvre sont financiers, donc une TVA réduite, une exonération de la taxe foncière, le BRILO, le bail amphithéotique de longue durée, etc., et institutionnels, c'est-à-dire gestion par un organisme HLM ou une filiale, avec des éléments, des contraintes, donc de faire du 25% de logements sociaux, avec un engagement de l'investisseur, etc. Si l'on ne peut qu'applaudir à la volonté de relancer la construction et diversifier des typologies d'habitat, on peut craindre que le dispositif mis en place ne réponde pas aux attentes. En effet, nous sommes convaincus, nous les architectes, que réduire l'habitat à un dispositif fiscal et financier n'est pas une bonne idée et comporte des risques que je vais tâcher de vous exprimer. Je pense que je ne vais pas être très populaire avec ce que je vais dire, puisque j'ai un auditoire qui est surtout composé d'acteurs économiques et financiers, mais tant pis. Non, mais il y a aussi beaucoup d'institutionnels, de bailleurs sociaux, j'en vois dans la salle, de représentants du monde mutualiste, j'en vois également dans la salle qui savent ce que c'est que de financer les équipements de proximité ou le logement, notamment le logement intermédiaire. De toute manière, la parole est libre et on vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Bon, si l'on ne construit pas aujourd'hui, c'est avant tout parce qu'il n'y a pas de preneur dans les conditions actuelles du marché de la solvabilité des ménages. Avec la crise, les ménages hésitent à investir. Il y a plusieurs raisons. Peur de la perte d'emploi ou des charges imprévues, nécessité de sécuriser les enfants pour les parents ou les grands-parents,
la peur de ne pas pouvoir récupérer les loyers si l'on investit. Et surtout aussi, les banques rechignent à accorder des prêts à des ménages qui sont peu solvables. Le blocage à l'investissement, il n'est pas uniquement rationnel, il est aussi psychologique, c'est-à-dire cette peur de prendre le risque. D'autre part, il y a une inadaptation. On craint avec le dispositif tel qu'il est prévu qu'il y ait une inadaptation de l'offre à la demande. À partir du moment où le dispositif est fiscal ou financier, les promoteurs chargés de monter ces opérations seront plus préoccupés de trouver des investisseurs que d'élaborer un projet urbain pensé en fonction d'un contexte social, des besoins spécifiques du site. Ils offriront donc des réponses qui correspondent à l'investisseur potentiel plutôt qu'à l'utilisateur futur des lieux. On l'a vu avec les lois de Robien, Cellier, Duflot, etc. Les ménages investisseurs alléchés par ce dispositif, en plus, ont en général un petit budget et cela conduit à faire toujours les mêmes petits logements, type 1, type 2, superposés, etc., qui ne produisent pas un tissu urbain avec une mixité, une animation. Alors peut-être que la mixité avec les 25% de logements sociaux va corriger un peu ce travers. Enfin, troisièmement, ce qui nous préoccupe, c'est l'absence de véritable maîtrise d'ouvrage. L'initiative de construire doit d'abord être politique. C'est le maire qui doit être à l'origine du projet urbain et non pas l'appât financier ou la défiscalisation. Le rôle de la maîtrise d'ouvrage social, privé ou public, ne doit pas se limiter à un rôle d'intermédiaire et de gestionnaire. Il est probable que cet habitat se fera en VFA. Pour nous, les architectes, le rôle de la maîtrise d'ouvrage est essentiel. C'est elle qui définit le programme de l'opération en fonction des demandes sociales du quartier, du site de l'opération. Enfin, ce qu'on peut craindre également avec ce dispositif, c'est qu'il y ait une insuffisante réflexion sur les évolutions sociétales et les typologies morphologiques adaptées. À partir du moment où le dispositif est avant tout fiscal et financier, pour rentabiliser la quête d'investisseurs, on aura tendance à stéréotyper les produits et offrir les mêmes cellules classiques de studio type 2 et type 3. Or, les structures familiales ont beaucoup évolué et exigent de nouvelles formes d'habiter. Divorce croissant, vieillissement de la population, natalité croissante, familles recomposées, jeunes adultes ne pouvant quitter le noyau familial, effet Tanguy, augmentation des personnes vivant seules, etc. Donc je vais, pour ne pas rester sur une note trop négative, je vais faire quelques propositions. Ces évolutions des structures familiales ont eu des incidences, par exemple, sur le nombre de mètres carrés nécessaires pour répondre aux besoins. D'un côté, on a, dans les zones tendues, des personnes âgées qui vivent en sous-occupation, une fois les enfants partis, et qui ne déménagent pas. D'un autre côté, on a aussi de plus en plus de couples divorcés qui augmentent les besoins en se séparant. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient, par exemple, 80 mètres carrés pour un couple avec 2 enfants. Aujourd'hui, ils ont besoin de 2 logements de 60 mètres carrés, donc 50% de mètres carrés en plus. Et quand il y a des familles recomposées, il faut pouvoir accueillir les enfants. Et donc tout ça, ça génère beaucoup plus de besoins de mètres carrés et donc aussi augmente la crise du logement. Donc, première proposition, la politique du logement doit être pensée en fonction du territoire et en fonction de projets urbains. Ce qui est clair, c'est qu'un petit logement à Paris ne se vit pas comme en province. La ville offre un complément social, culturel, affectif qui compense d'une certaine façon la taille du logement. Donc, dans les zones denses et tendues, souvent, on a plus besoin de petits logements, car il y a aussi plus de personnes vivant seules ou en couple, des personnes âgées, des étudiants.
Deuxième proposition, pour répondre à la diversité des situations et aux évolutions de parcours, il faut inventer des alternatives au logement classique et des nouvelles modèles de vivre ensemble. On voit bien que l'esprit de partage se développe en ville. Covoiturage, vélo et auto en libre-service, jardin potager. On partage déjà, d'ailleurs, si on y réfléchit bien, certains espaces, les halls d'entrée, les ascenseurs, même à l'extérieur, des spas, les squares, les espaces de sport, etc. On peut aller plus loin. On peut, plutôt que d'aller dans une maison qui est très loin, on peut choisir de rester dans un centre plus urbain en ayant un logement plus petit, mais en ayant des espaces de partage. Ces co-résidences, par exemple, d'étudiants, de seniors, de familles monoparentales, elles peuvent être source d'économie, de gestion, de fonctionnement, d'énergie, et elles génèrent du lien social. Donc il faudrait peut-être imaginer des programmes un peu différents du type 3 classique que l'on construit aujourd'hui. De même, pour sécuriser les ménages et les banques, on pourrait proposer des logements évolutifs et divisibles. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu de vendre un type 3, on pourrait vendre un type 2 et un studio à une même famille, ce qui ferait qu'elle aurait ces logements-là qui peuvent être conçus comme étant complémentaires, permettent de voir venir les aléas de la vie, c'est-à-dire une personne âgée, si les enfants s'en vont, peut louer une partie. Si un couple divorce, il peut garder une partie et l'autre la louer ou la vendre pour voir venir la situation dans laquelle elle se trouve, enfin pour, disons, résoudre le problème dans lequel elle se trouve. On peut imaginer que des logements évolutifs permettraient aussi aux banques de prêter plus facilement de l'argent aux familles, dans la mesure où elles peuvent hypothéquer une des parties. C'est-à-dire que... Donc, bon, il y a toutes sortes de réflexions de ce type qui pourraient faciliter la fluidité dans le logement. Enfin, dernière proposition, c'est promouvoir le PSLA. En Autriche, dans le Land de Styrie, par exemple, depuis 20 ans, 70% des logements réalisés sont en PSLA. En période de crise, c'est très rassurant pour les ménages de pouvoir opter pour l'achat après avoir vécu dans l'habitat et le quartier et après avoir engrangé un capital à travers des loyers. Alors là, c'est une question. Il paraîtrait que le fait que les locations en PSLA ne soient pas comptabilisées dans le décompte SRU freine cet essor. Mais je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouve que c'est dommage parce que c'est une solution qui amène de fait déjà de la mixité, puisqu'il y a au sein d'un même immeuble à la fois du locatif et de l'accession, et il y a cette évolution possible du locatif vers l'accession. Le PSLA, c'est pas du social ? Non, il n'est pas comptable. Il rentre pas dans le... Parce que dans un premier temps, c'est du logement social, puisque Oui, mais Ah, ça ne rentre pas dans la loi SRU. D'accord. Ouais. Je sais plus. Bon, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait faire évoluer. Ouais. Bref, vous l'avez compris, le message que je veux vous transmettre, c'est que les mesures financières pour encourager le logement intermédiaire, c'est bien, mais qu'il faut avant tout veiller à la qualité urbaine, architecturale et aux attentes des habitants. L'habitat n'est pas qu'un bien de consommation. Si l'habitat ne répond pas aux aspirations de bien-être et de vivre ensemble de la famille ou des citoyens, c'est toute la société qui se fragilise. Merci. Je peux permettre une réaction ? Oui. Au Plessis, nous avons mis en vente des logements sociaux, ce qui revient un petit peu au même. C'est-à-dire, les gens ont d'abord été locataires, puis ont pu acheter leur logement dans des conditions très favorables, puisqu'on a pratiqué le rabais de 35% que permettait un amendement qu'on avait fait voter à l'époque, et puis donc avec un certain nombre de parachutes, et donc 500 logements sur les 5000 logements que compte la ville ont été vendus à leurs occupants. Et donc, ce qui fait que ces personnes-là n'ont pas quitté la ville pour aller s'installer plus loin, sont restées donc au Plessis et sont devenues propriétaires, donc ont pu accéder à
leur rêve de devenir propriétaire. Et donc c'est vrai que ça ressemble un petit peu au PSLA qui se pratique pas beaucoup en site urbain parce que c'est compliqué techniquement à monter compte tenu des barèmes et des plafonds. C'est ça l'obstacle. Mais je croyais que ça faisait partie du logement social, mais on me rappelle que non. Bon. Et le deuxième point, tout à l'heure, quelqu'un s'étonnait qu'on n'en ait pas beaucoup de logements intermédiaires, mais c'est long à sortir des opérations. Vous l'avez rappelé d'ailleurs. Pourquoi ne pas travailler sur le stock plutôt que sur le flux, c'est-à-dire réformer, transformer un certain nombre de logements sociaux dans des quartiers où cela serait possible. Ça permettrait de créer de la mixité et ça permettrait à ces populations concernées d'avoir une réponse et de rester là. Oui, effectivement, vous avez raison, monsieur le maire. On oublie souvent dans la réflexion sur la production de logements et sur l'adéquation des logements aux besoins, la réflexion sur le stock, en considérant qu'un logement est intangible, qu'un parc de logements est relativement intangible. Ceci étant, bon, il est très difficile voire quasi impossible de sortir du conventionnement, même dans bien des cas. Mais on note effectivement cette volonté de faire bouger les lignes. Comment, peut-être, Madame Alain, dans les copropriétés, cette possibilité de faire évoluer la structure du bâti, de l'adapter aux besoins. Vous avez vous-même indiqué tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de parties communes ou de locaux qui pouvaient être reconvertis. Comment vous réagissez aux propositions qui viennent d'être formulées par Madame Conrad ? Ça rebondit tout à fait avec ce que j'ai expliqué, c'est qu'en fait, nous avons déjà actuellement un potentiel. Les fonds qui sont dédiés au logement intermédiaire sont effectivement très faibles par rapport à la nécessité et aux investissements à effectuer. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, il faut trouver d'autres solutions complémentaires pour atteindre les objectifs. Ces propositions complémentaires, c'est bien évidemment d'utiliser de l'existant. Et comme je l'ai cité tout à l'heure, l'existant, c'est à la fois les fameux locaux vacants, plutôt que de les surtaxer. Il serait certainement plus intelligent peut-être de proposer un cofinancement pour les rendre accessibles à la location, par exemple, pour ce qui concerne les bureaux notamment. Et pour ce qui concerne les logements qui existent actuellement, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, dans certaines régions, une tension qui est due non pas à l'absence de logements, mais à la non-adéquation des logements existants avec le besoin. Et j'ai cité tout à l'heure la Savoie, parce qu'effectivement, historiquement, la Savoie a construit des logements relativement importants parce que les familles à l'époque étaient très nombreuses. Donc effectivement, il est très facile de trouver un 70, un 100, voire un 150 mètres carrés. Par contre, les nouvelles populations qui arrivent sont des populations, comme je le disais, sans enfants, donc les 25-59 ans, ça varie entre arriver à 100 enfants, donc un simple couple qui a besoin de 45 mètres carrés, 50 mètres carrés au grand maximum, avec éventuellement une famille de 70 mètres carrés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, les logements qui seraient nécessaires existent, mais encore faut-il aider les copropriétaires à leur faire comprendre qu'ils ne correspondent pas aux besoins et à les aider à les remettre sur le marché. Et pour ça, ça suppose effectivement des interventions, notamment de redistribution des logements ou de division de certains logements en 2 parcelles. Et ça nécessite plusieurs choses. D'abord, la possibilité de le faire par le biais du règlement de copropriété. Donc c'est relativement coûteux de faire une modification du règlement de copropriété. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire sur ce sujet-là. Et puis surtout derrière, c'est un investissement que les bailleurs ne peuvent pas répercuter dans le déficit foncier. Aujourd'hui, on ne peut pas, si on divise un appartement, introduire des coûts qui sont quand même relativement importants lorsqu'on veut diviser un appartement en 2, parce qu'il faut tout dédoubler. Il faut dédoubler l'assainissement, enfin la sortie des eaux, etc., et l'arrivée des eaux. Donc c'est certainement le coût le plus important dans la rénovation d'un appartement. Et ça, ce coût-là ne peut pas être pris en charge en termes de subvention, et d'une, par l'ANA. Et deuxièmement, c'est une subvention qui ne peut pas rentrer dans le déficit foncier. Donc aujourd'hui, nous aurions effectivement déjà, sans effort particulier et sans gros investissements, pratiquement 10 à 20% de l'objectif atteint si nous arrivions à cibler effectivement ces logements, ces bailleurs qui sont quelque part en difficulté parce qu'ils souhaiteraient louer, mais leur location ne correspond pas aux besoins ou du coup le loyer est beaucoup plus important que celui que les nouvelles populations acceptent de mettre. Et ça correspond
justement au loyer intermédiaire. Donc là, effectivement, il y a une réflexion à faire, mais cette réflexion-là, il faut la faire sur le terrain, c'est-à-dire que c'est au cas par cas, commune par commune. Même en Savoie, vous avez des grandes disparités. Vous avez des régions où effectivement il n'y a aucune zone de tension et d'autres où il y en a beaucoup. Donc effectivement, c'est bien aux collectivités territoriales d'y réfléchir, mais effectivement, pour pouvoir le faire, il faut avoir des capacités et il faut avoir des interfaces avec les citoyens et les bailleurs. C'est pour ça que nous, depuis maintenant 2 ans, nous travaillons avec les collectivités, notamment dans le cadre des OPAH et des POPAC. Vous savez que la première prévention, c'est d'abord la prévention des copropriétés qui sont elles-mêmes en difficulté avant qu'elles ne soient trop dégradées. Et c'est donc d'intervenir en amont pour aider le conseil syndical et le syndic à offrir des possibilités aux bailleurs qu'ils ne connaissent pas. Parce que bien souvent, ce n'est pas faute d'outils de subvention, c'est faute de connaissances. Et c'est là où effectivement il manque un maillon entre les collectivités qui ont la connaissance et entre parenthèses les subventions, même si certaines en ont de moins en moins, et le copropriétaire qui lui est capable de mobiliser immédiatement du logement, ou en tout cas de l'espace, mais qui n'a pas la capacité à le mettre en adéquation. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à faire et qui, sans mobiliser justement des financements importants, permettrait très rapidement d'atteindre les premiers niveaux d'objectifs, ce qui n'empêche pas par ailleurs d'envisager effectivement la construction du neuf d'une autre manière que ce qu'on conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement du tout venant et quelque chose d'assez standardisé, mais plutôt de se rapprocher des besoins de la population, d'une identification, d'abord d'un problème de consommation d'énergie, c'est-à-dire qu'on ne devrait plus pouvoir construire des bâtiments qui ne sont pas en BBC, malheureusement ça existe encore, et deuxièmement, on devrait les construire en tenant compte de l'environnement. Combien de fois avons-nous vu des bars entières dans un quartier qui est un quartier, je dirais, de pierre de taille? C'est régulier, c'est dans toutes les communes, c'est par strate, mais il ne faut pas répondre dans l'urgence, en fait. Ce sont des programmes, comme on a dit tout à l'heure, qui sont des programmes de longue haleine. Ça veut dire que dans l'immédiat, on peut mobiliser l'existant en prévoyant à terme, à 5 à 10 ans, de fournir des programmes qui soient des programmes intégrés, soit dans des régions où il y a déjà des équipements, de manière à ne pas surcharger les communes, soit en envisageant ça, effectivement, dans des régions où les équipements sont déjà programmés par d'autres types de financement. Merci. Dans l'intervention de Mme Conrad, j'ai relevé également une phrase forte qui peut faire consensus sans le rechercher à tout prix. Il faut penser le logement par rapport au projet urbain et éviter notamment de privilégier des formules artificielles qui ont donné lieu effectivement à un certain nombre de dérives, notamment dans l'implantation des produits défiscalisés de type de Robien, Borloo, Duflot, Pinel Duflot, etc. J'ajouterais un autre élément, le logement intermédiaire, parce que par définition, c'est un marché de niche. Et nous connaissons l'importance du loyer qu'il convient de retenir, de mettre en œuvre pour éviter que le produit locatif intermédiaire sorte en quelque sorte de son marché étroit. Sur ces 2 points, monsieur le maire, comment vous réagissez? Le logement par rapport à un projet urbain, je pense que ça doit vous rassurer. Les niveaux de loyer sur le Plessis-Robinson, entre le libre, le locatif intermédiaire, le parc social, comment cela s'articule-t-il? Évidemment, quand on construit... moi, j'ai récupéré une ville où il n'y avait que du logement social, 73%, ce qui était une hérésie. C'est aussi ridicule d'en avoir 3% comme dans certaines villes de notre département, mais c'est tout aussi fou d'en avoir jusqu'à 70 ou 80% comme dans d'autres villes de ce département. Des Hauts-de-Seine en particulier, contrairement à ce que les gens pensent, est un département très divers avec des situations très, très marquées, très, très, très contrastées. Donc moi je suis favorable à l'équilibre. Donc lorsque nous redessinons un quartier, nous veillons à ce qu'il ne soit pas monofonctionnel, comme on dit, mais qu'il y ait tout type de logement. Et en principe, un peu plus de privés que de logements sociaux. Et d'ailleurs, on ne peut pas faire autrement lorsqu'on rénove, parce que si, d'un point de vue purement financier, on n'arriverait pas à monter nos opérations ni à financer les équipements. Donc l'équilibre, je dirais, il s'impose de lui-même. Et dans chaque quartier que nous avons reconstruit,
on a à chaque fois à peu près fait entre 20 et 25% de logements sociaux. Et donc le logement social est disséminé, réparti. Il n'est absolument pas discriminant parce que c'est la même qualité architecturale et tout le monde a droit au beau. Et donc à cet équilibre entre non seulement les typologies, les types de logements, mais aussi l'équilibre entre le bâti, les espaces libres, les espaces publics, les espaces privés. Donc quand on fait de la rénovation, donc il faut avoir évidemment cette préoccupation. Donc après, les niveaux de prix, donc on l'a évoqué déjà tout à l'heure. Donc moi j'ai beaucoup de logements sociaux, mais avec des niveaux de loyer qui sont différents parce que les bâtiments sociaux anciens ont des coûts de loyer qui sont peu élevés, alors que les logements sociaux neufs ont souvent des niveaux de loyer. D'ailleurs, même quelquefois, ils sont un frein tellement ils sont élevés. Et lorsqu'on construit du neuf, c'est un peu malheureusement la contrainte. Et puis il y a un gap effectivement important lorsqu'on passe dans le privé. D'ailleurs, on voit aujourd'hui, effectivement, quelqu'un le disait tout à l'heure, beaucoup de gens qui, suite à des divorces, des décès, mais plus souvent des divorces, se retrouvent seuls dans un logement libre, ou qu'ils louaient ou qu'ils étaient en train d'acheter. Et donc là, on part dans des situations très compliquées. Les gens viennent évidemment constituer des dossiers pour avoir des logements sociaux et donc pouvoir se rétablir. Donc le logement social, le logement intermédiaire est une nécessité, vraiment une absolue nécessité pour justement permettre de lisser ces problèmes auxquels nous sommes confrontés. À la fois pour ceux qui veulent accéder vers la propriété et aussi ceux qui connaissent des accidents de la vie et qui veulent se rétablir. Et donc selon les niveaux de revenus, il faut pouvoir leur offrir des niveaux de loyer correspondants. Voilà. Je propose peut-être qu'on réponde aux questions, aux interrogations qui pourraient venir de la salle et être adressées aux uns et aux autres sur ce thème qui était extrêmement large, le logement intermédiaire comme vecteur de redynamisation des territoires. Moi, je pense aussi qu'on devrait aider un peu plus les maires bâtisseurs. Et plutôt que de diminuer les dotations globales de fonctionnement de façon linéaire ou horizontale, on devrait la diminuer un peu plus à ceux qui ne construisent pas dans les zones tendues et donner davantage à ceux qui justement construisent pour justement financer ces équipements. Voilà. Et puis deuxième chose, qu'on nous libère d'un certain nombre de normes qui sont en train de nous étouffer totalement. Là, on croule sous les normes. Non seulement on nous prive des moyens financiers, on nous prive de nos prérogatives et on nous noie. C'est véritablement une noyade sous les normes. Autrefois, il fallait 1 an pour faire un PLU. Aujourd'hui, il faut 2 ans et demi. Un PLU coûtait 15 000 euros lorsque j'ai fait ma cité-jardin, c'était à peu près 15 000 euros. Et un bureau d'études généraliste, il suffisait. Aujourd'hui, il faut 2 ans et demi. Et même le bureau d'études généraliste n'y suffit pas parce qu'il est obligé lui-même de faire appel à des bureaux d'études spécialisés dans l'eau, l'environnement, le bruit, que sais-je encore. Bref, donc on perd un temps fou et on perd un argent fou. Alors on nous demande de construire, mais pour sortir des opérations, il faut qu'on modifie nos plus et on perd un temps fou. Voilà, bon, on est chez les fous. On marche sur la tête. Il faut arrêter de contraindre, il faut libérer les énergies. Bon, je vais lancer la première question. Donc, je me représente pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, Jean-François Gavilla, je suis président de RRP, qui est une filiale du groupe Solindis spécialisé en logement locatif intermédiaire, et je suis ancien président de la Fédération des promoteurs. Alors, je ne suis évidemment pas complètement d'accord avec ce que disait Madame la représentante des architectes tout à l'heure, une vision peut-être un petit peu caricaturale des promoteurs. Je retiens comme une chose, c'est que, mis à part le fait qu'il ne faut pas construire là où il n'y a pas de besoin, et qu'il y a bien évidemment des dérives là-dessus, que j'ai été le premier à condamner, parce que ça s'est passé entre autres sous ma présidence. Mais sur le temps, il faut aussi prendre conscience d'une chose, parler de petits logements. Le ménage moyen français, c'est 2,1 personnes. Donc quand vous avez 2,1 personnes, vous n'êtes pas obligé de faire systématiquement des 4 pièces et des 5 pièces.
Donc notre réponse, c'est la réponse adaptée aux besoins de la population. Et on le voit bien quand on fait des programmes immobiliers en tant que promoteur, les 4 pièces et les 5 pièces sont ceux qui se vendent et les moins bien et en dernier. Et quand on fait aujourd'hui du logement locatif social ou du logement intermédiaire, puisqu'on en fabrique, nous on n'a pas attendu la loi pour en faire, on en fait depuis déjà une trentaine d'années, on voit aussi que ceux qui se louent le plus difficilement, ce sont les grands logements. Donc arrêtons de fantasmer aussi, il y a bien entendu des besoins, mais arrêtons de fantasmer sur les logements dits familiaux et les grands logements. Concernant une remarque, vous parliez du PSLA, alors ça m'amène une remarque un peu plus générale, c'est qu'on a une habitude bien française que j'ai dénoncée, que je continue à dénoncer, c'est de considérer que est social parce qu'on est dans un logement HLM ou un logement social SEM. Bon, pour moi, c'est une aberration. Pourquoi quand Philippe vend un logement occupé par son locataire qui était considéré comme social, parce que dans un logement social, il devient propriétaire, il n'est plus considéré comme social. En fait, il l'est encore pendant 5 ans, et après, ça disparaît des compteurs. Pourquoi PSLA, un acheteur locataire en PSLA qui répond à des plafonds de ressources, n'est-il pas considéré comme social alors qu'il est dans le plafond des logements? Donc, je pense qu'il faudrait reprendre les termes à l'envers et dire on est social par son niveau de ressources défini par la loi et la réglementation, on n'est pas social parce qu'on occupe un logement HLM. Et donc remettre l'occupant au centre des définitions et au centre des préoccupations, ça permettrait de sortir de ce carcan du quota des 25% et autres éventuellement. Bon. Concernant le développement, alors moi je suis tout à fait prêt à intervenir dans ta ville quand tu veux en logement intermédiaire. Je parlais d'optique partenariale, mais je vois que ça se développe à grande vitesse. En direct. Il y a certaines dispositions qui existent. Est-ce que, puisque la loi, elle n'est pas votée encore, mais la loi Macron va permettre de fabriquer, disons, pour les maires qui veulent faire du logement intermédiaire, va leur donner, si c'est prévu dans leur PLU, la possibilité de donner une surdensité de 30%. Ce qui permet du coup d'atténuer le prix du foncier, puisque l'acquéreur, enfin le vendeur du terrain pourrait dire moi je préfère le vendre pour faire du libre purement et simplement, mais la possibilité d'avoir une surdensité de 30% permet d'atténuer cette compensation. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux envisager d'appliquer? Et l'autre remarque, je reviens sur le PSLA 2 minutes, c'est que pourquoi le PSLA est aussi peu développé? D'abord parce que ce n'est pas objectivement la vocation profonde des bailleurs sociaux que de faire quelque chose qui s'apparence à d'accession. C'est une activité qui reste quand même un petit peu marginale. Et les coopératives sont aussi ont une activité quand même assez modeste dans ce domaine. Les promoteurs ne font pas pour 2 raisons. La première, c'est qu'il faut porter 100% du prix de revient du logement jusqu'à la conclusion de la vente. Or, un promoteur travaille avec de l'argent à court terme. Donc, même s'il peut emprunter, il ne constatera la vente dans ses résultats que lorsque la vente sera effectuée. Il pourra libérer le financement. En attendant, comment vous croyez que la banque va examiner ses comptes? Avec un montage aussi lourd, puisqu'il présentera 100% du logement. Deuxième problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait du PSLA, vous devez fournir une garantie de relogement à l'occupant des lieux. C'est-à-dire, s'il décide de ne pas acheter, vous devez vous engager à le louer. Le promoteur ne peut pas le faire. Voilà. Et il pourrait le faire dans le cadre d'une convention passée avec les bailleurs sociaux, mais aujourd'hui, la plupart des bailleurs sociaux refusent de passer cette convention. Donc on est dans un système de blocage, alors que le véritable outil moteur en ce qui concerne la relation commerciale, la relation client, c'est quand même bien objectivement dans ce domaine, beaucoup plus les promoteurs que les bailleurs sociaux. Mais il y a aujourd'hui une espèce de verrou qui fait que le PSLA est considéré comme une espèce de chasse gardée du monde HLM. J'ai même entendu certains dirigeants dire non, il faut s'interdire, nous devons collectivement nous interdire de signer des conventions avec des promoteurs, alors que ça pourrait être malgré tout un moyen de pouvoir le développer. Voilà, donc je reviens à ma question, Philippe, excuse-moi. Sur les surdensités. Oui, non, c'est intéressant parce qu'on voit quels sont les blocages à la sortie d'un produit qui peut paraître un produit intéressant, mais qu'il est compliqué de monter pour toutes ces raisons que tu viens d'évoquer. Ça veut dire qu'il y a des évolutions législatives à proposer. En ce qui concerne la surdensité, par exemple, il y a des endroits probablement où c'est tout à fait faisable de laisser le promoteur qui a obtenu un permis, j'allais dire, en douce, profiter de cette législation pour augmenter son programme de 30%. Comme ça, on produit du logement, etc. On satisfait plus de monde et c'est très bien. Et là, le promoteur
financièrement, s'en sort mieux. Mais par exemple, moi, je vois, j'ai en tête un petit programme. Je suis en train de requalifier un quartier, mais je suis en relation avec les gens qui sont derrière, qui ne veulent pas, qui m'ont déjà amené à dédensifier le programme en question parce qu'ils risquent de faire de l'ombre aux pavillons qui sont derrière. Donc, ça a été une négociation très compliquée. D'ailleurs, c'est pas fini, ça va se terminer par un procès. Mais il y a un moment, j'aurais dit, bon, on ne peut pas descendre au-dessous d'une certaine densité, mais OK, on n'ira pas au-delà de cette densité. Si le gars qui achète, si le promoteur qui achète ne respecte pas, parce que la loi l'y autorise, cet accord sur lequel on est tombé, Mais il faut le permis moi, quand même, hein. Le permis est délivré par le maire. je viole l'espèce d'accord moral que j'ai passé avec les habitants. Et donc, ça, c'est difficilement acceptable. Donc, il faut que le promoteur accepte de jouer le jeu en disant je ne monterai pas au-delà de ce qui a été prévu, 3, 4 niveaux, etc. Donc, c'est la surdensité. Et la surdensité en zone pavillonnaire, quelquefois, elle est intéressante parce qu'on a des fonciers qui sont importants. Donc, on peut admettre qu'ils soient divisés et densifiés. Puis, dans d'autres endroits, ça va nous poser des problèmes de stationnement et de parking insurmontables. Ça va rendre les gens du voisinage invivable. Donc, c'est vraiment l'urbanisme, c'est de la dentelle. Donc, que la possibilité soit ouverte, pourquoi pas. Mais enfin, avant de délivrer un permis, il faut qu'il y ait un accord et un consensus entre l'ensemble à la fois les riverains, le promoteur et la ville. Donc, moi, je suis plutôt pour les incitations. Je ne suis pas pour les interdictions. J'en ai marre, on soit toujours en train de nous contraindre, etc. À la fin, on ne peut plus bouger, on est totalement ficelé. Donc, ça, c'est une offre nouvelle. Mais elle doit être utilisée avec discernement. Merci. À deux. Oui, moi j'avais. Avant de vous laisser intervenir, parce que je crois que vous êtes particulièrement sensible à la question de la surdensité, peut-être un élément complémentaire de réponse sur le périmètre de la loi SRU, parce que c'est une question importante. Nous voyons émerger effectivement je ne dirais pas un constat, mais des appréciations qui se rejoignent pour actualiser ce périmètre. Y admettre, M. Gabillat disait effectivement les logements qui sont vendus aux locataires dans le cadre de la vente HLM, y admettre les logements intermédiaires, dont il faut rappeler qu'ils sont assujettis à plafond de loyer par zone et à plafond de ressources. Alors peut-être faut-il aller vers l'intégration des logements locatifs intermédiaires avec une sorte de coefficient de sous-pondération. Y rendre éligibles, bien évidemment, les logements PSLA. Je voudrais vous livrer une petite expérience, c'était dans un autre contexte. J'étais à l'époque secrétaire général d'une SEM immobilière qui était très active sur le logement social et le logement intermédiaire à Paris en Ile-de-France. Et effectivement, je faisais beaucoup de lobbying en faveur du logement intermédiaire en zone très, très tendue. Et je me suis retrouvé un jour à Bercy pour défendre un certain nombre de mesures avec la fédération des SEM. Et on nous a fait cette réponse qui nous a surpris. Non, mais nous, de toute manière, on comprend bien, vous avez raison, oui, le taux du PLI est trop élevé, oui, effectivement, la durée du prêt mériterait d'être ajustée. Oui, effectivement, au plan fiscal, le logement intermédiaire est trop pénalisé. Donc, tout cela soulevait un grand espoir. On espérait bien évidemment que les annonces de réforme, au moins dans le principe, allaient tomber. Et on nous a dit, mais de toute manière, ça ne va pas changer. Et la personne qui me l'a dit occupe aujourd'hui des responsabilités très éminentes au sein de l'administration du Trésor. Et elle a dit, ça ne va pas changer parce que de toute manière, nous craignons une substitution. Un effet de substitution. Si on vous accorde des facilités sur le logement intermédiaire, vous cesserez de construire des logements sociaux. Voilà. Donc, je crois que ça participe d'une vision du logement dans son ensemble. Et je balaye toute la chaîne du logement, aussi bien l'accession sociale à la propriété, le logement intermédiaire, le logement social. Il y a une vision un peu schématique, un peu caricaturale, dont il faut sortir. Aujourd'hui, on a ces 25% de logements sociaux, et ce sont exclusivement des logements locatifs, sous statut HLM, en grande part. Oui, à mon sens, il faudrait pouvoir assouplir, mais les obstacles à lever sont considérables.
Je redonne la parole à Madame Courage. Et moi, ça me donne une idée. Ça me donne une idée. Il faut fermer Bercy et transformer en appartement. Il y a de la surface. Ça fera moins de techno à nous pondre tous les jours des normes insupportables. Je n'imaginais pas que vous iriez jusque-là, monsieur le maire, quand j'évoquais cet épisode ancien. Jamais de provoquant. Vous avez raison. Oui, non, je voulais revenir sur cette notion de surdensité de 30%. Ce qui pose problème parce que à partir du moment où on enlève les coefficients d'occupation des sols, on définit finalement un gabarit constructible, un gabarit. Bon, donc s'il y a une surdensité de 30%, cette surdensité, c'est par rapport à ce gabarit, c'est-à-dire est-ce que c'est en hauteur, est-ce que c'est par rapport aux limites séparatives, est-ce que c'est par rapport à l'emprise au sol? Un volume, on peut le faire croître de 30% dans différentes façons. Et comment ça va... Enfin, j'ai peur que ça entraîne du contentieux parce que y a l'environnement. On a étudié le PLU en fonction d'un contexte, on a défini des hauteurs en fonction de ce contexte, et puis tout d'un coup là, on peut y déroger, soit parce qu'il y a des économies d'énergie, soit parce que c'est du logement intermédiaire, je ne sais pas, mais je trouve que c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire pourquoi on a fait un PLU si finalement c'est pour ne pas le respecter, quoi. En plus, 30%, c'est énorme. C'est énorme, oui, c'est ça. C'est que c'est tout de même quand on voit un gabarit, quelles sont les règles auxquelles on va pouvoir déroger? Parce que ça veut dire qu'il va falloir déroger à une règle. Est-ce que c'est la règle de hauteur? Est-ce que c'est la règle de limite par rapport aux distances par rapport aux limites séparatives? Sur l'arrière, on ne sait pas. Donc tout ça, c'est pas clair, quoi. Au niveau local, ça peut peut-être se concilier avec ce que certaines communes commencent à pratiquer, c'est-à-dire envisager, dans le cadre bien évidemment de la concertation préalable au PLU, à son actualisation, envisager des emplacements réservés, notamment pour le logement intermédiaire. Commence à se pratiquer. Alors, peut-être que ça signifie que dans certaines zones qui auront émergé comme propices au logement intermédiaire, cette disposition et les risques que vous pointez se trouveront encadrés. Peut-être une conciliation envisageable. Madame Alain, est-ce que vous aviez sur les différentes questions? Non, simplement en termes de conclusion, je reviendrai sur ma question de départ, c'est qu'en fait, certes, c'est une politique nationale volontariste, mais encore faut-il que tous les acteurs soient mobilisés sur cet objectif. Et vous êtes une partie des acteurs, les citoyens qui sont aussi éventuellement les bailleurs futurs sont aussi les personnes à concerner, à mobiliser. Et pour l'instant, effectivement, on voit peu d'éléments qui permettent de les mobiliser. Donc j'espère que ces premières rencontres, et puis sans doute la suite, c'est-à-dire les propositions de loi ou d'amendements qui vont pouvoir être proposés, vont permettre effectivement de marquer d'un terme fort effectivement cette mobilisation voulue de la population, parce que on vient de voir que c'est elle qui possède le plus gros patrimoine et c'est elle qui peut le plus rapidement répondre à l'objectif. Merci. Je vous propose, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle ou d'autres souhaits d'intervention à la tribune. Je vous propose de terminer effectivement sur cette conclusion. Je retiens notamment ce que vous avez dit du déficit foncier qui nécessiterait un ou plusieurs aménagements et qui permettrait justement de faire le lien entre une politique macroéconomique du logement intermédiaire, parce qu'elle n'existe que comme cela à peu de choses près aujourd'hui, et bien évidemment la préoccupation locale d'un certain nombre de propriétaires, de copropriétaires. Donc de nouveau du travail pour Bercy. On ne pensait pas en arriver là, mais c'est peut-être en continuant à avancer de cette manière, pierre par pierre, que l'on aboutira à une doctrine et surtout un ensemble d'outils globalement cohérents pour le logement intermédiaire. Merci.